Après s'être fait isekaiser par Truck-kun, il se retrouve dans un autre monde. Il fait semblant d'être un perso secondaire, mais en vrai c'est le plus fort du monde, avec sa team de waifu canon prête à tout pour lui. Mais par accident, toutes les bombes du lycée tombent amoureuses de lui. Tout commence avec Akane Nishina, qui se réveille en retard après un sale rêve. Elle chasse vite le cauchemar, saute sous la douche et se prépare à partir. Mais au moment de sortir, elle se souvient des paparazzi qui l'avaient assaillie. Ce souvenir la panique presque. Heureusement, son chauffeur l'appelle juste à temps, la ramenant à la réalité. Elle prend une grande inspiration, se ressaisit et file au lycée. Quand Nishino arrive, tout le monde la regarde avec admiration. C'est la superstar du lycée. Belle, super intelligente, ex-actrice et idole célèbre. Tous les élèves veulent être ses amis, la traitent comme une star. En allant à son casier, elle voit la seule personne qu'elle ne supporte pas, Minoru Kagino. Un mec lambda, rien de spécial, et ce qui l'énerve le plus, c'est qu'il est le seul à s'en foutre d'elle. Il ne se souvient même pas de son nom, ça la rend dingue. Nishino essaie d'attirer son attention, espérant qu'il se souvienne enfin d'elle. Cette fois, elle le salue, il répond, mais l'appelle Nishimura, se trompant encore de nom. Nishino se fige, force un sourire sarcastique, furieuse à l'intérieur. Non seulement il a encore écorché son nom, mais il agit comme si elle n'existait pas, alors que tout le monde la dévore des yeux. C'est comme si elle était invisible pour lui et ça ne fait qu'augmenter sa haine. Elle le corrige pour la énième fois, mais il marmonne un truc, l'appelant PNJ. Elle est confuse et demande ce qu'il veut dire. Kagino explique que dans sa tête, il crée des personnages principaux. Tous les autres sont juste du bruit de fond, des PNJ, et elle en fait partie. Nishino est sidéré, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il écorche encore son nom bêtement et part en cours. En classe, les autres élèves sont à fond sur Nishino, lui posant plein de questions sur son retour imminent au cinéma. Elle doit jouer dans une série populaire lundi prochain. Elle explique qu'elle a dû arrêter le cinéma après un gros scandale au collège qui l'a rendue détestée. Depuis, elle cache sa vraie nature, faisant semblant d'être quelqu'un d'autre le temps que ça se calme. Maintenant qu'elle est au lycée, elle sent qu'elle peut enfin être elle-même. Nishino joue la chouchoute du prof et la fille la plus populaire de la classe pour que tout le monde l'aime et éviter de se faire des ennemis. Elle reste même après les cours pour aider le prof à préparer le lendemain. Mais un jour, en restant tard, elle apprend que son chauffeur a été attaqué par des voyous. Elle doit rentrer seule. Sur le chemin, les mêmes voyous qui ont attaqué son chauffeur la suivent et finissent beau par l'enlever. Ils veulent parfois la rançonner, exigeant une fortune de son père. Alors qu'on l'emmène, elle voit quelqu'un de loin, mais il fait trop sombre pour voir qui c'est avant qu'on ne lui couvre le visage. Nishino se réveille dans un entrepôt flippant, terrifié, les voyous parlent de ce qu'ils feront si son père ne paie pas. Pendant ce temps, Kagino est dehors, utilisant un miroir pour jeter un œil et évaluer la situation. Après avoir évalué la situation, il enfile son identité secrète avant d'agir. Les voyous mentionnent que c'est la deuxième fois que Nishino est enlevé, la première par un stalker fou, cette fois à cause des ennemis de son père. Un des sales types essaie de gâcher son plan. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Kagino défonce le toit, se révélant être un combattant stylé et brutal. Un voyou pense que c'est une blague et sort un flingue, mais Kagino le désarme vite, choquant tout le monde. Il se moque du manque de skill du voyou et le met KO vite fait. L'autre réalise que Kagino n'est pas un combattant ordinaire, c'est un ex-militaire qui cherche un défi. Le voyou sort un couteau et réussit à le toucher, mais ce n'est rien qu'il ne puisse gérer. Kagino sort alors son arme préférée, un pied de biche, et prévient le voyou de son utilité. Le voyou essaie de le dominer par sa force, mais Kagino renverse vite la situation, révélant qu'il est le Berserker, un nom qui effraie tous les gangs de motards. Kagino brise les jambes du voyou et le tabasse, libérant Nishino. Mais aussi vite qu'il est apparu, Kagino disparaît dans la nuit. Plus tard, le père de Nishino arrive, utilisant ses relations pour étouffer l'affaire afin qu'elle puisse continuer sa carrière sans problème. Mais le plus grand regret de Nishino est de ne pas avoir découvert qui était vraiment le combattant stylé qui l'a sauvé. Le lendemain au lycée, elle salue Kagino à nouveau, espérant qu'il se souvienne de son nom. Cette fois, il l'appelle par son vrai nom, la choquant. Quand Kagino la regarde dans les yeux, c'est différent, comme s'il la voyait vraiment. Elle réalise que peut-être Kagino se cache aussi derrière un masque, comme elle.
Mais avant qu'elle ne puisse lui demander plus, Kagino a fait un câlin à Truck-kun, mettant fin à sa vie dans le monde réel. Kagino se retrouve alors dans un monde totalement différent où il commence à s'expliquer un peu. Comme la plupart des garçons, il a toujours voulu être un héros, mais contrairement à eux, il était super sérieux. Dans le monde réel, il était juste un perso secondaire moyen, inaperçu au lycée, mais en coulisses, c'était un combattant incroyable qui s'entraînait super dur. Pourtant, ce n'était toujours pas assez pour lui. Le désir de Kagino d'être un héros grandissait en réalisant à quel point les humains sont faibles. Peu importe ta force, maître d'arts martiaux mixtes ou champion de boxe, tu restes juste un humain. Et si une explosion nucléaire se produit, tu serais anéanti comme tout le monde. Kagino ne pouvait pas accepter ce destin. Il voulait être celui qu'on ne pourrait jamais arrêter, l'ombre éminente. Il est devenu un être puissant dans ce nouveau monde, avec un groupe de filles fortes à ses côtés, mais la seule façon de devenir ce héros était de renaître dans cet autre monde après l'incident du camion. Dans cette nouvelle vie, Kagino, maintenant Sid Kagino, forme un groupe secret souterrain appelé les Ombres, mais avant de plonger dans comment il est devenu si puissant dans ce monde magique, on revient sur un flashback. Après sa renaissance, Sid se réveille fils du baron et de Lady Kagino, des aristocrates du royaume de Midgar. La famille Kagino est connue pour produire des chevaliers noirs, des guerriers qui peuvent améliorer leurs capacités avec la magie. Ses parents ont de grands espoirs pour leurs enfants, surtout sa sœur aînée, Claire Kogino, qui a un talent incroyable. Sid a grandi dans l'ombre de sa sœur, mais secrètement, il menait une double vie la nuit, chassant les bandits. Après avoir gagné un combat avec son épée de Slim et sa combinaison, il trouve une étrange créature enfermée dans une cage. Curieux, Sid la ramène chez lui pour l'expérimenter. Après un mois, la créature se transforme en une magnifique elfe. Avant qu'elle ne le voie, Sid fait le mec cool, affirmant avoir brisé une malédiction sur elle et les descendants de héros. Il sort un livre fictif sur Diablo et invente une histoire de 3 héros qui l'ont vaincu, mais pas avant qu'ils ne les maudissent. Sid lui dit aussi que le culte de Diablos prévoit de ressusciter leur boss et qu'elle en était une victime. Il se présente comme Shadow et lui demande de le rejoindre pour démanteler le culte. Même s'il a tout inventé, elle accepte de rejoindre son organisation, le Jardin des Ombres, devenant son bras droit et alpha. 3 ans passent et Sid, 13 ans, est vu en train de s'entraîner avec Claire. Même s'il pourrait facilement la battre, il se retient et elle finit par l'envoyer valser. Dans ce monde, les nobles doivent aller à l'Académie royale de l'épée magique de Midgar pour chevalier noir à 15 ans. Mais le jour du départ de Claire, elle disparaît et sa chambre est en désordre. Pendant ce temps, une autre elfe nommée Beta, la première membre recrutée par Alpha, est présentée. Elle n'est qu'une des nombreuses membres du Jardin des Ombres. Alpha et les autres sont occupés à trouver des pistes sur l'emplacement de Claire. Fait intéressant, l'histoire inventée par Sid sur le culte de Diablos s'avère être réelle. Beta pense que Claire a été ciblée parce que le culte la croit descendante des héros. Elle déploie une carte des cachettes ennemies, mais ils doivent encore trouver où Claire est détenue. Sid lance alors un couteau de Slim sur la carte, révélant l'emplacement de Claire. Sid ordonne à Beta de rassembler les membres d'élite du Jardin des Ombres, les 7 Ombres. Au même moment, le Comte Gris, figure éminente du culte de Diablo, se moque de Claire, piégée par des chaînes qui suppriment sa magie. Incapable de riposter pleinement, Claire esquive ses coups avec une agilité remarquable. Gris commente ses compétences de combat améliorées, supposant que le baron Kagino était derrière ses progrès. Claire réplique, le corrigeant, c'était son frère, Sid, qui l'avait aidé à devenir plus forte. Quand Gris commence à s'intéresser à Sid, la colère de Claire explose. Elle le menace, s'il essaie de faire du mal à son frère, il le regrettera. Ignorant la douleur, elle se jette sur lui, mais Gris la maîtrise vite, l'assommant. Il est alors alerté que des intrus sont proches. À son grand choc, tous ces hommes ont été vaincus par les ombres. Gris essaie de combattre Alpha, mais il est largement hors de sa ligue. Désespéré, il prend une pilule rouge qui augmente sa puissance et réussit à repousser Alpha un peu. Mais quand il réalise qu'il est toujours en infériorité numérique, il essaie de s'échapper seulement pour tomber sur Sid. Sid bloque facilement son attaque et commence à lui faire la leçon sur les bonnes techniques d'épée avant de l'achever. Après, Sid prend le médaillon de Gris qui contient une photo de lui et de sa fille. Claire est ramenée chez elle en sécurité, mais elle est toujours contrariée et doit partir pour la capitale royale. Plus tard, Sid rencontre les 7 ombres pour discuter de leur prochaine mission. Cependant, elles lui disent qu'elles partent pour démanteler le culte de Diablos à plus grande échelle. Sid les laisse partir, pensant qu'elles se sont lassées de jouer leur rôle. 2 ans plus tard, Sid va au même lycée que sa sœur. Comme toujours, il s'en tient à sa routine de perso secondaire discret.
Il choisit Skell et Poe comme amis, deux gars au bas du classement noble. Sur le chemin du lycée, Skell et Poe rappellent à Sid la punition embarrassante qu'il doit subir pour avoir eu le score le plus bas à un test. Il doit avouer son amour à la fille la plus populaire du campus et se faire rejeter devant tout le monde. Quand ils arrivent à l'académie, ils voient la princesse Alexia Midgar, super populaire, rejeter la confession d'un autre gars. Avant la fin de la journée, Sid agit comme son perso secondaire habituel, timide et nerveux autour d'Alexia, sous le regard de Skell et Poe. Sid avoue à Alexia, s'attendant à ce qu'elle le rejette devant tout le monde, mais au lieu de le rejeter, elle le choque en acceptant. La nouvelle se répand vite et personne ne comprend comment il a pu choper la fille la plus canon de la classe. Pendant le déjeuner, Alexia rejoint Sid et ses amis à leur table à la cafétéria. Puisqu'ils sont assis avec une princesse, ils reçoivent plein de nourriture en plus. Sid, essayant de dégoûter Alexia pour qu'elle le largue, mange autant qu'il peut, le plus vite possible. Au lieu d'être dégoûté, Alexia lui sourit simplement. Plus tard, leur instructeur d'épée, Griffey Xenon, présente Sid à la classe comme un nouveau membre de la section 1. Tout ça parce qu'Alexia l'a aidé à monter de la section la plus basse. Après, Sid et Alexia font un match d'entraînement et Sid remarque que ses compétences à l'épée ne sont pas terribles. Il trouve son style un peu ennuyeux. Alexia n'est pas non plus impressionnée par les compétences de Sid. Et elle commence à s'énerver parce qu'il lui rappelle elle-même. Juste quand ils ont fini de s'entraîner, Zénon apparaît, révélant qu'il est en fait le fiancé d'Alexia. Plus tard ce jour-là, Sid et Alexia ont une conversation sur leur fausse relation. Sid réalise qu'Alexia l'a choisi comme faux petit ami parce qu'elle pense qu'il est facile à contrôler, étant un noble de bas rang. Elle prévoit de continuer à faire semblant de sortir avec lui jusqu'à ce que Zénon annule leur fiançailles. Au début, Sid ne veut pas s'impliquer dans son drama, mais quand Alexia lui jette une pièce d'or, il change vite d'avis. Il attrape la pièce et l'affaire est conclue. Les jours passent, leur fausse relation continue et ça rend les autres élèves fous, surtout les gars. Mais Zénon ne semble pas s'en soucier du tout. 2 semaines après le début de leur fausse relation, alors qu'ils sont dans un train, Alexia se confie à Sid. Elle lui dit qu'elle a toujours eu l'impression de courir après sa sœur, Iris, la fierté de leur famille car c'est une combattante si forte. Peu importe à quel point Alexia essaie, elle ne peut pas rattraper Iris. Pour la réconforter, Sid lui dit qu'il aime en fait ses compétences à l'épée. Mais Alexia le balaye d'un revers de main, disant que sa sœur lui a dit la même chose après qu'elle ait perdu un tournoi. Se sentant mal, Alexia tire son épée, mais avant que les choses n'empirent, le train s'arrête et elle part. Sid se dit que leur fausse relation est probablement terminée. Le lendemain, Zénon et ses hommes confrontent Sid. Apparemment, Alexia n'est pas rentrée à son dortoir la nuit dernière, et comme Sid était la dernière personne vue avec elle, il l'accuse non de l'avoir enlevée. Entouré de chevaliers, Sid n'a d'autre choix que de se rendre. Pendant ce temps, Alexia se réveille dans une cellule sombre et flippante, enchaînée par la magie. Elle remarque un étrange monstre féminin dans la cellule voisine. Bientôt, un docteur fou apparaît, tout excité à l'idée d'utiliser le sang royal d'Alexia. À peine capable de garder son calme, Alexia demande pourquoi il veut son sang. Le docteur explique qu'elle a le sang nécessaire pour ramener leur maître à la vie. De retour avec Sid, il est torturé, mais il fait semblant d'avoir plus mal pour ne pas trop se faire remarquer. Pendant ce temps, Zénon rencontre Iris, se sentant mal de ne pas avoir protégé Alexia. Zénon dit à Iris que même si tous les indices pointent vers Sid, il n'y a aucune chance que Sid ait pu battre Alexia. Iris ordonne la libération de Sid, mais elle prévoit toujours de le surveiller. Au même moment, Claire, faisant du grabuge dehors, est retenue, mais exige de rencontrer les chevaliers concernant l'arrestation injuste de son frère. La présidente du conseil étudiant, Rose, intervient pour l'arrêter. Après sa libération, Sid, mal en point, retourne à son dortoir, mais il est suivi. Alpha, une de ses alliées de confiance, intervient et l'aide à s'échapper. Dans sa chambre, Alpha le met au courant de ce qui se passe. Elle lui dit qu'elle collecte des informations sur le culte qui a enlevé Alexia et que leur groupe devient plus fort. Sid est content de l'entendre et est heureux que les filles de son organisation lui rendent encore visite parfois. Alpha explique ensuite qu'Alexia a été enlevée à cause de son sang royal. Elle propose même de s'occuper des chevaliers qui ont torturé Sid, mais il lui dit de ne pas s'embêter car ils ne faisaient que leur travail. Plus tard cette nuit-là, Sid met en place son personnage d'ombre dans sa pièce secrète, excité de passer à l'action. Il utilise des trésors volés et l'argent gagné en étant le faux petit ami d'Alexia pour créer le parfait setup. Beta, une autre alliée, arrive et Sid annonce qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors qu'il quitte son dortoir, il est arrêté par 2 chevaliers qui essaient donc de le piéger en lui jetant la botte d'Alexia. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, les guetteurs des chevaliers tombent mystérieusement abattus par des forces invisibles. Pendant ce temps, le chaos éclate en ville alors qu'un monstre géant commence à tout détruire.
Le docteur Fou injecte quelque chose dans le monstre humanoïde, ignorant les avertissements d'Alexia, et le monstre mute. Il aide même Alexia à s'échapper après avoir tué le docteur. En cherchant une issue, Alexia tombe sur Zenon qui révèle qu'il a financé la recherche du docteur pour obtenir une promotion. Furieuse, Alexia l'attaque mais Zenon bloque facilement ses mouvements. Juste au moment où Alexia est sur le point d'abandonner, Sid apparaît en tant que Shadow. Zenon, plein de lui-même, se vante de la force de son culte, mais Sid demande calmement où sont les membres principaux. Alors que la bataille continue, le monstre fait des ravages en ville. Iris essaie de l'arrêter, mais elle n'y arrive pas. Alpha arrive, notant qu'Iris ne fait qu'aggraver les choses, et elle intervient pour y mettre fin. Le monstre redevient humain, révélant que c'est la fille de Milia Grisa. Alpha dit à Iris de se calmer et de laisser le Jardin des Ombres s'en occuper. Désespéré de faire ses preuves, Zenon avale une pilule rouge qui augmente sa puissance, mais Sid le bat toujours facilement. Pendant le combat, Alexia regarde en admiration, réalisant que le style d'épée de Sid est exactement ce qu'elle essaie de maîtriser. Zenon se transforme, mais Sid le domine complètement, laissant un cratère géant au milieu de la ville. Alexia, ignorant que Shadow et Sid, essaient de copier sa technique, mais Iris l'arrête et la prend dans ses bras. Les deux sœurs se réconcilient enfin. Le lendemain, libérée de Zenon, Alexia demande à Sid s'ils peuvent continuer leur relation. Pour la première fois, Alexia est rejetée et elle ne le prend pas bien. Elle est tellement en colère que le mur finit couvert de sang à cause de sa rage. Pendant ce temps, le groupe du Jardin des Ombres a une réunion pour célébrer leur victoire, mais ils parlent aussi d'un nouveau problème. Un groupe se fait passer pour le Jardin des Ombres et rend sa propre justice. Maintenant qu'Iris connaît le culte et le Jardin des Ombres, elle choisit ses chevaliers les plus fiables, Glenn et Marco, pour rejoindre sa nouvelle équipe d'enquête. Elle leur dit de trouver quelqu'un qui peut comprendre ce qu'est une étrange relique trouvée sur les lieux. Pendant ce temps, une fille aux cheveux roses nommée Sherry Barnard est occupée à regarder la relique dans un livre. Elle tombe accidentellement sur Sid, qui a du sang sur le visage. Sherry, très intelligente bien qu'étudiante, est appelée par Iris pour étudier la relique. Elle est incertaine au début parce qu'elle n'est qu'une étudiante, mais son père adoptif l'encourage à essayer. Au final, Sherry accepte et Iris assigne une équipe appelée l'Ordre Cramoisi pour la protéger. Alexia propose aussi d'aider et Iris lui permet de rejoindre l'équipe. Sur une note plus légère, Sid, Skell et Poe vont faire du shopping, mais il y a une longue file d'attente au magasin. Une femme s'approche de Sid et lui demande de faire un sondage. Il accepte, laissant Skell et Poe derrière. La femme le conduit à un manoir caché derrière le magasin et à l'intérieur, il trouve une salle du trône. Là, Sid rencontre Gamma, l'une des 7 ombres qui possèdent le magasin. Inspirée par les histoires de Sid de sa vie passée, Gamma admet qu'elle est la plus intelligente du groupe, mais aussi la plus maladroite. Elle trébuche même dans les escaliers. Gamma demande à Sid de s'asseoir sur le trône, et il le fait, se sentant comme un roi. Gamma se vante de leur succès commercial, montrant la montagne de pièces d'or qu'elles ont gagnées. Elle dit aussi à Sid qu'elles travaillent à attraper les imposteurs qui se font passer pour le Jardin des Ombres. Sid, pensant toujours à Alexia, affirme soudainement qu'il a tout compris. Avant de partir, Gamma présente New, la nouvelle membre des Ombres. Sid demande du chocolat et Gamma l'offre gratuitement, mais Sid glisse une pièce quand même et rit en partant. Plus tard, Sid marche avec ses potes quand il voit Alexia. Pour les semer, il prétend vite devoir aller aux toilettes, laissant ses potes gérer son urgence seul, surtout que le couvre-feu approche. Après sa fausse urgence, Sid va dans une ruelle sombre. Là, il voit Alexia blessée et coincée par 3 hommes se faisant passer pour le Shadow Garden. Alors qu'ils vont l'attaquer, Shadow intervient, en abat un, furieux qu'il salisse le nom du Shadow Garden. Sid poursuit les 2 autres et en abat un de plus. Avant qu'il ne finisse le dernier, New apparaît et demande à s'en occuper pour l'interroger. Pendant ce temps, le chef des hors-la-loi, Gaunt Knight, apprend que ses hommes sont vaincus, mais ne s'inquiète pas. Il dit à ses hommes que récupérer la relique est leur but principal. Alexia rencontre ensuite Iris et lui dit que les assaillants se faisaient passer pour le Shadow Garden. Iris pense toujours que le culte et le Shadow Garden sont ennemis du royaume. Ironie du sort, des rumeurs sur Sid circulent à l'académie. Les élèves se moquent, disant qu'il s'est fait pipi dessus pendant l'incident. Skell et Poe, qui avaient juré le secret, demandent nerveusement à Sid s'il a encore le chocolat. Malgré leur trahison, Sid leur donne des chocolats qu'il compte offrir aux filles qu'ils aiment. Skell tente sa chance, avoue ses sentiments à sa crush, mais se fait confronter par ses fans en colère. Quand Poe essaie de parler à la sienne, elle hurle et s'enfuit, le traitant encore de harceleur.
se sentant pris dans un autre de ces moments de personnage secondaire. Sid donne nonchalamment son chocolat à la première fille qu'il croise, Sherry Barnett, et s'en va vite sans rien dire. Chez elle, Sherry repense à la bibliothèque quand son père, Barnett, entre et voit les chocolats. Quand elle dit qu'un garçon les lui a donnés, Barnett taquine sa fille, disant que c'est une déclaration d'amour. Sherry, incertaine de ses sentiments, écoute son père plaisanter que le garçon attend sa réponse. Elle se demande quoi faire. Pendant ce temps, New, se faisant passer pour une élève, fait son rapport à Sid sur les membres du culte interrogés. Malheureusement, elle n'a rien tiré d'utile, l'un d'eux étant complètement lobotomisé. Il a perdu la tête avant qu'elle ne découvre quoi que ce soit. Elle dit aussi à Sid que le culte utilise des orphelins comme soldats, les appelant enfants de Diablo, mais Sid n'écoute pas, distrait par le tournoi d'escrime où ses amis l'ont inscrit. New mentionne un certain Rex, un des enfants, qui garde une part de ses pensées malgré le lavage de cerveau. Sid, toujours distrait, demande juste à New du temps pour y réfléchir. Le tournoi commence, Claire gagne son match, ensuite c'est au tour de Sid d'affronter Rose. Dès le début, ils se foncent au-dessus. Sid, dans son rôle habituel de perso secondaire, utilise du faux sang pour faire croire que Rose l'a frappé fort. Il appelle ça sa tornade sanglante. Chaque fois qu'il tombe, il se relève, crachant plus de faux sang. Il attend le coup final de Rose, mais l'arbitre arrête le combat et déclare Rose vainqueur. Alors que Sid est emmené à l'infirmerie, Rose lui chuchote qu'elle le respecte pour son attitude de ne jamais abandonner. Après les soins, Sherry vient voir Sid. Elle le félicite pour sa bravoure et lui donne des cookies. Elle suggère ensuite qu'il commence en tant qu'ami, bien que Sid ne comprenne pas ce qu'elle veut dire. Il accepte quand même. Alors que ça ne pouvait pas être plus gênant, Barnett les rejoint, rendant Sid encore plus mal à l'aise. Ne voulant pas être avec des gens importants, Sid trouve une excuse et part, prétextant des blessures trop douloureuses. Plus tard, Sherry croise Alexia. Alexia pense que Sherry veut parler de la relique, mais Sherry demande si elle sort toujours avec Sid. Rouge, Alexia dit qu'ils ont rompu et n'ont jamais vraiment été ensemble, ce qui soulage Sherry car elle compte sortir avec Sid. Maintenant, elle peut se concentrer sur sa recherche. Mais Alexia n'est pas si calme, cachant difficilement son énervement. Quelques jours passent, Sid remarque que les gens sont gentils avec lui sans savoir pourquoi. Pendant qu'il est dans ses pensées, Rose et son assistante arrivent pour parler des élections étudiantes. Pendant ce temps, Gaunt Knight, le chef ennemi, met son plan à exécution, piégeant l'académie dans une barrière magique. Comme d'habitude, Sid est le seul à comprendre ce qui se passe. Alexia arrive au portail de l'académie, horrifié de voir les gardes morts au sol. À l'intérieur, Sid remarque que sa magie ne fonctionne pas bien. Alors les enfants de Diablo entrent en force, se faisant passer pour le Shadow Garden. Ils annoncent reprendre le contrôle de l'école, ce qui pousse Rose à lever son épée, mais sa magie ne marche pas et les ennemis détruisent son arme. L'un d'eux s'apprête à l'achever, mais Sid intervient et la sauve, non par affection, mais pour jouer le rôle d'un perso secondaire qui meurt dramatiquement. Rose, elle, se méprend et pense que Sid tenait vraiment à elle. Les ennemis rassemblent les élèves et les traînent à l'auditorium. Laissé pour mort, Sid utilise sa magie pour se réanimer secrètement en se frappant la poitrine, puis transforme sa magie en fils pour contrer l'effet bloquant de la barrière. Ailleurs, Sherry étudie la relique quand Rex brise sa fenêtre pour la voler. Avant qu'il ne la blesse, Glenn arrive juste à temps pour bloquer l'attaque de Rex. Marco, qui se bat à proximité, dit à Sherry de fuir. La barrière toujours active, Iris hésite à ordonner le sauvetage, ne sachant comment la briser. Pendant ce temps, Sid est sur un toit, éliminant nonchalamment les ennemis un par un, attendant que les chevaliers agissent. Il voit Sherry errer dans l'école, inconsciente du danger. Alors qu'elle trébuche dans les escaliers, Sid la rattrape et lui fait la morale avant d'aller au bureau de son père. Là, Sherry trouve le livre qu'elle cherchait et identifie l'artefact comme l'œil de l'avarice qui absorbe la magie et rend tout le monde impuissant. Pire encore, explique-t-elle, l'œil explosera une fois chargé à bloc. Mais il y a de l'espoir. Sherry révèle que la relique qu'elle étudie peut contrer l'œil de l'avarice car elle stocke des tonnes d'énergie magique. Sid part chercher les outils dont Sherry a besoin, mais en chemin, il croise Rex et d'autres ennemis mineurs. Il les élimine vite, et Rex, pensant que Sid utilise une relique spéciale pour être plus rapide, essaie de le piéger avec une barrière filée. Rex regarde autour, voit ses camarades à terre et sa confiance s'évapore. Peu après, une nouvelle arrivée trouve Glenn et Marco. Glenn n'a pas survécu et Marco est gravement blessé.
on révèle que Marco était son fiancé. Incertaine de quoi faire, New hésite. Mais Sid revient avec les outils. New l'informe que des renforts sont arrivés et attendent ses ordres. Après que Sherry ait fini d'affiner la relique, elle guide Sid par un tunnel caché menant à l'auditorium. Pendant qu'il marche, Sherry a des flashbacks de la mort de sa mère. Après la mort de sa mère, Barnett a recueilli Sherry et l'a élevée comme la sienne. Sherry, voulant le remercier, a promis d'aider sa recherche. De retour au présent, Sherry active la relique, annulant les effets de l'œil de l'avarice. Leur magie revenue, les chevaliers passent à l'action, transformant l'auditorium en champ de bataille. Ne voulant pas rater ça, Sid, en Shadow, traverse le plafond pour rejoindre le combat. Les vrais membres du Shadow Garden arrivent aussi pour aider. Alors que les élèves évacuent, Gaunt Knight met le feu à l'auditorium et s'échappe. Dehors, Iris interroge Rose qui explique que le Shadow Garden les a sauvés d'un groupe se faisant passer pour eux. Iris devient encore plus méfiante envers les motifs du Shadow Garden. Dans l'auditorium en feu, Sherry cherche frénétiquement son père. Pendant ce temps, Sid confronte Barnett, qui se révèle être le chevalier squelettique. Quand Sid demande pourquoi, Barnett explique qu'il était un grand épéiste, mais est tombé malade et cherchait désespérément un remède. Il a trouvé l'œil de l'avarice avec l'aide de la mère de Sherry, mais quand elle a voulu le donner au gouvernement, Barnett l'a tué. Sherry, ignorant la vérité, a continué le travail de sa mère. Sid propose de régler ça une fois pour toutes, mais Barnett le met facilement à terre. Cependant, Shadow apparaît, prêt à se battre. Réalisant qu'il est dépassé, Barnett essaie de combiner l'œil de l'avarice avec une autre relique pour retrouver son pouvoir, mais ça ne marche pas. Shadow bloque toutes ses attaques avec aisance. Dans un dernier geste désespéré, Barnett révèle qu'il a piégé le Shadow Garden pour tous les crimes. Mais Shadow s'en moque, disant que le Shadow Garden n'est pas là pour protéger le royaume, ils suivent leur propre voie. Shadow vainc Barnett avec la même technique que sur la mère de Sherry. Sherry, dévastée par la mort de son père, pleure sans retenue. Shadow décide qu'il vaut mieux qu'elle ignore la vérité et la laisse faire son deuil. Après la bataille, le Shadow Garden est déclaré ennemi du royaume et l'Académie donne des vacances d'été anticipées à cause des dégâts. Ses deux parents disparus, Sherry dit à Sid qu'elle part étudier à l'étranger et commencer une nouvelle vie. Sid lui demande son nouveau but, mais elle refuse de le dire, disant que c'est un secret. En partant, Sherry dégage une aura étrange et sombre, suggérant qu'elle n'est pas si innocente. Pendant les vacances d'été, Sid reçoit une lettre d'Alpha, le convoquant à la terre sacrée de Lindorb. Pendant ce temps, Epsilon, l'une des 7 ombres, est excitée que sa journée commence. Elle utilise la magie du slime pour ajuster son apparence, rivalisant avec Beta pour la meilleure silhouette. Après que le faux Shadow Garden soit réglé, Rose se précipite à l'infirmerie en pleurs. Elle prend la main de Sid et, pensant qu'il tient vraiment à elle, lui offre son cœur. Plus tard, on les voit tous deux dans un train pour Lindworm, s'étant croisés par hasard. À leur arrivée, un porte-clés attire l'attention de Sid. Il montre un bras démoniaque transpercé par une épée, représentant le héros Olivier coupant le bras gauche de Diablo. Rose explique qu'ils sont dans la ville où la bataille légendaire a eu lieu. Elle ajoute que les ruines de Lindworm seraient l'endroit où le bras de Diablo est scellé. En se promenant, il tombe sur une séance de dédicace d'une célèbre auteure, Natsume. Rose, excitée, se précipite pour faire dédicacer son livre. Pendant ce temps, Sid remarque que les livres sont des versions plagiées d'histoires de sa vie passée. Se demandant si quelqu'un d'autre s'est réincarné comme lui, Sid fait la queue pour être accueilli par Beta qui utilise ces histoires pour faire de l'argent. Plus tard, à la cathédrale, Alpha est vu près du corps de l'archevêque Drake avant de partir à l'arrivée des chevaliers. Cette nuit-là, Sid aperçoit une silhouette encapuchonnée courir sur les toits. Il le poursuit et bloque son attaque. Epsilon arrive pour porter le coup final. Elle rapporte que l'exécuteur du culte a réussi à s'échapper, donc ils devront passer au plan B. Comme toujours, Sid est prêt à suivre sa propre voie, à sa manière. Se sentant plutôt bien avec sa force, il décide de se détendre aux sources chaudes. À proximité, Alexia essaie de se calmer. Quand on lui demande pourquoi elle est à Lindworm, elle dit être une invitée spéciale pour l'épreuve des déesses. Quand on demande la même chose à Sid, il ment et dit qu'un ami l'a invité à regarder. Alexia explique que l'épreuve de la déesse est une grande bataille où les combattants affrontent des guerriers anciens invoqués d'un lieu appelé le Sanctuaire. Elle mentionne aussi qu'un épéiste nommé Venom a invoqué le héros légendaire Olivier une fois, mais a quand même perdu le combat. Bientôt, l'épreuve commence, menée par l'archevêque Jack Nelson. Avant le début, Nelson n'a pas laissé Alexia l'enquêter, lui disant de se concentrer sur l'ancien archevêque. Au début de l'épreuve, un cercle se forme autour de l'arène, créant une barrière. Le premier challenger, Vaterius du royaume d'Oriana, s'avance, mais aucun guerrier ancien n'apparaît, signifiant qu'il n'était pas digne.
Alors que d'autres échouent à invoquer, Sid imagine à quel point ce serait cool s'il intervenait et surprenait tout le monde en tant que combattant mystère. Mais il réalise que les gens au hasard ne sont pas autorisés à concourir. Ce que Sid ignore, c'est que Rose l'a secrètement inscrit pour montrer ses compétences et impressionner son père. Quand Sid le découvre, il décide de concourir, mais en tant que son alter ego, Shadow. Quand il entre dans l'arène, tout le monde est choqué quand il invoque Aurora, la sorcière de la calamité, l'une des plus puissantes de l'histoire. Sid et Aurora se sourient avant le début de la bataille. Aurora attaque la première, lançant des lances magiques, mais Sid les esquive facilement. En un seul mouvement rapide, Sid la vainc. Même si le combat était facile, Sid regrette de ne pas l'avoir affronté à pleine puissance. Après avoir gagné, Sid disparaît de l'arène, laissant la foule confuse. Dès que la barrière tombe, un étrange portail apparaît dans l'arène. Sid remarque un autre portail proche et, curieux, y entre. Pendant ce temps, Nelson annule le reste de l'épreuve et ordonne aux gardes de vider l'arène. Il essaie aussi de faire partir Alexia et les autres, mais il refuse. Les membres du Shadow Garden menés par Alpha sont les premiers à entrer dans le portail. Epsilon et les autres font semblant de prendre Gamma en otage pour que Nelson suive. Rose semble inquiète, mais Alexia sait qu'elle joue la comédie et reste calme. Nelson, clairement frustré, invoque Venom qui attaque immédiatement Epsilon. Heureusement, la magie du slim d'Epsilon la protège, mais l'attaque de Venom l'embarrasse en révélant un de ses secrets. En colère, Epsilon bat facilement Venom et traîne Nelson dans le portail, les autres suivant. Dans le sanctuaire, Alpha les mène à une statue d'Olivier, qui lui ressemble presque exactement. Nelson explique que ces guerriers anciens étaient maudits parce que Sid appelait autrefois une malédiction. En s'enfonçant dans le sanctuaire, Alpha ouvre une porte menant à un cimetière rempli des restes d'anciens héros, dont Olivier. Pendant ce temps, Sid recroise Aurora. Elle admet ne pas l'avoir invoqué, mais dit avoir apprécié leur combat. Après avoir parlé, Aurora explique que le sanctuaire est en fait une prison pour les souvenirs d'anciens héros. Pour la libérer, ils doivent détruire le noyau magique qui alimente le sanctuaire. Mais la magie ne fonctionne pas dans le sanctuaire car elle est absorbée. Sid, confiant comme toujours, dit qu'il est doué pour casser des choses et accepte d'aider. En explorant les souvenirs d'Olivier, Sid et Aurora découvrent que le culte a mené d'horribles expériences sur des orphelins. La plupart des enfants n'ont pas survécu, mais Olivier oui, car son corps était compatible avec les cellules de Diablo. Nelson explique que le culte voulait créer un guerrier puissant pour combattre Diablo, et Olivier était leur meilleure option. Le culte a aussi créé des pilules rouges à partir des cellules de Diablo, donnant des pouvoirs spéciaux. Mais Nelson n'était pas satisfait, alors il a créé plus fort, les perles de Diablo qui donnent une force folle et rendent immortel. Alexia plaisante que les perles causent la calvitie, mais Nelson insiste que la sienne vient du stress. Alpha intervient, expliquant que les perles de Diablo ont deux gros problèmes. Il faut en prendre une par an et il n'y en a pas assez. C'est pourquoi les chevaliers de la table ronde n'ont que 12 membres. Elle révèle aussi que Nelson est le 11e membre. Furieux, Nelson commence à se transformer en monstre, mais avant qu'il ne finisse, Delta charge et le jette à l'eau. Les choses empirent quand Nelson revient plus fort que jamais. Il piège le groupe dans différents souvenirs, les séparant. Alpha et Delta se retrouvent à combattre une version démoniaque de Nelson qui peut créer des clones de lui-même. Delta élimine vite plusieurs clones, mais remarque qu'en s'approchant du noyau, elle s'affaiblit, tandis que Nelson devient plus fort. Pendant ce temps, Sid et Aurora se retrouvent dans un autre souvenir, cette fois sur un champ de bataille rempli de cadavres. Ils rencontrent une version plus jeune d'Aurora qui pleure. Aurora essaie d'effacer ce souvenir douloureux, mais soudain les cadavres se lèvent et les attaquent. Aurora réalise vite que le sanctuaire les rejette. Au même moment, le groupe d'Epsilon trouve des archives. Ils découvrent des documents sur le culte et prennent des photos avec un appareil qu'Omega, le 7e membre du Shadow Garden, a créé grâce aux connaissances de Sid de sa vie passée. Même si leur magie est presque épuisée, Sid et Aurora parviennent à vaincre les zombies, mais d'autres arrivent sans cesse. Pour mettre fin au souvenir, Sid tue la version plus jeune d'Aurora, brisant le souvenir et leur permettant d'avancer. Ils atteignent enfin le noyau du sanctuaire où Delta se bat toujours. Elle a déjà vaincu des centaines de clones, mais Nelson en invoque toujours plus. Le noyau est enfermé derrière une porte et enveloppé de chaînes. Sid essaie de briser les chaînes avec son épée, mais ça ne marche pas. Aurora lui dit que l'épée sacrée proche est la clé, mais seul un élu ou un descendant du héros peut l'utiliser. Sid essaie, mais l'épée ne bouge pas. Pendant une courte pause, Delta continue de se battre, refusant d'arrêter. Après avoir abattu des centaines d'autres clones, le souvenir s'effondre et ils sont transportés ailleurs. Refusant toujours d'abandonner, Nelson invoque Olivier pour se battre pour lui.
Au même moment, Epsilon annonce que leur enquête est terminée. Ils se préparent à partir juste quand l'archevêque apprend qu'on a pénétré le centre du sanctuaire. Sid se dit que c'est le moment parfait pour le héros de l'histoire d'apparaître et de prendre l'épée légendaire. Mais au lieu du héros, Nelson arrive, son front brillant. Sid réalise vite qu'Alpha et Olivia se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Sur ordre de Nelson, Olivia attaque Sid et le surpasse complètement. Aurora, voyant le combat à sens unique, intervient pour l'arrêter. Nelson propose d'épargner la vie de Sid si Aurora accepte d'aider leur recherche. Aurora y réfléchit, suggérant que Sid n'a aucune chance contre Olivia. Bien sûr, Sid n'est pas ravi et continue de narguer Nelson. Agacé, Nelson ordonne à Olivia d'achever Sid. Olivia, l'air vide, obéit, tandis qu'Aurora panique et Nelson sourit. Mais alors, Sid surprend tout le monde en souriant méchamment, les yeux brillants. Il guide délibérément l'épée d'Olivia loin de ses points vitaux, puis la saisit et lui mord le cou. Olivia écartée, Sid marche calmement vers Nelson qui tente un autre tour. Il utilise l'énorme énergie magique du sanctuaire pour invoquer plein de clones d'Olivia. Mais Sid les élimine tous d'un coup, brisant les clones d'un simple regard. Nelson est choqué quand on révèle que Sid avait astucieusement compressé sa magie pour éviter qu'elle ne soit drainée. Fatigué des jeux de Nelson, Sid déchaîne son sort le plus puissant, atomique, détruisant le noyau magique et anéantissant tout le sanctuaire. Quand il se réveille dans la forêt, Aurora est là avec lui. Elle admet que c'est elle qui a invoqué Sid au départ. Elle s'excuse de ne pas avoir été honnête et le remercie de l'avoir aidé à trouver la paix. Avant de s'éclipser, elle glisse que Sid la verra un jour, la vraie. De leur côté, Alexia et Rose s'allient, montent leur groupe pour percer les mystères du culte et du jardin des ombres. Natsume les rejoint aussi, histoire de les surveiller de près. Plus tard, Alpha et Epsilon débriefent leurs trouvailles dans les archives du sanctuaire. Elles découvrent qu'Aurora est en fait le démon Diablos. Epsilon suggère d'en parler à Shadow, mais Alpha révèle qu'il savait déjà. Pendant ce temps, Alexia informe sa sœur Iris du lien entre le culte et les archevêques anciens et actuels. Iris pense qu'une organisation plus grande tire les ficelles et décide d'enquêter sur l'église des enseignements divins. Elle annonce aussi à Alexia qu'elle participe au festival Bushin, un tournoi d'escrime international, pour gagner le soutien du public et que leur père l'écoute. À l'approche du festival Bushin, Rose s'entraîne dur, mais un truc cloche, elle révèle une étrange marque démoniaque sur sa poitrine. Finalement, le jour J arrive et les meilleurs combattants du monde entier se rassemblent dans la capitale royale. Comme d'hab, Sid a un plan. Il va faire le faible, laisser la foule se moquer, puis surprendre tout le monde avec un retour en force. Pour son déguisement, Sid demande l'aide de Gamma. Elle utilise la magie du slime pour changer son visage et lui invente un nouveau passé. Sid devient Mundane Man, un chevalier noir, faiblard, renié par sa famille. Avec ce nouveau look, Sid entre à fond dans le rôle, changeant posture et comportement pour coller au personnage. En Mundane Man, Sid croise Anna Rose, une des participantes de l'épreuve de la déesse. Elle lui dit qu'il a l'air trop faible pour concourir et devrait sûrement abandonner. Mundane, fidèle à son rôle, lui dit de ne pas le juger à son apparence. Puis, un certain Quentin débarque et dit à Mundane de laisser tomber avant de se ridiculiser. Mundane, visiblement agacé, affirme être plus fort que Quentin. Insulté, Quentin commence à le tabasser. Sid, fidèle à son plan, reste au sol, faisant semblant d'être impuissant. Heureusement, Anna Rose intervient et arrête Quentin, s'excusant auprès de Mundane de ne pas l'avoir aidé plus tôt. Plus tard cette nuit-là, Sid croise Rose, qui lui annonce de mauvaises nouvelles. Son père lui a choisi un mari, un noble haut placé nommé Pervassa, mais pire encore, sa famille la pousse à abandonner son poste de chevalier noir. Sid tente de la réconforter, lui disant qu'il croira toujours en elle, ce qui la soulage un peu. Le lendemain, Skell traîne Sid voir les matchs préliminaires du tournoi. Skell collecte des données pour ses paris tout en divaguant sur sa stratégie. Goldie, un chevalier invaincu, donne des astuces pour prédire le vainqueur d'un combat. Sid s'ennuie et part juste au moment où le match suivant est annoncé. Gonzalez contre Mundane. Dès que Mundane entre sur le ring, Goldie affirme avec confiance que Gonzalez gagnera en moins d'une seconde. Skell, impressionné par l'évaluation de Goldie, est choqué quand Mundane est déclaré vainqueur à la place. La foule s'énerve, réclamant son argent. Pour sauver la face, Goldie prétend que Gonzalez a juste trébuché et que c'est ce qu'il avait prédit. Anna Rose, qui ne pensait pas grand-chose de Mundane, change d'avis après ces deux puissants coups qui ont mis Gonzalez KO.
Goldie devant affronter Mindan ensuite, Skell demande de l'argent à Sid pour parier sur Goldie, mais Sid refuse, voulant éviter à son ami de perdre du fric. Le lendemain, Skell se précipite pour dire à Sid que Rose a poignardé son fiancé, Perv, et s'est enfui. Beta et Alexia, qui collaborent, acceptent d'enquêter sur la situation. Ce qu'Alexia ignore, c'est que Beta a déjà enquêté seul et a trouvé la cachette de Rose. Plus tard ce jour-là, Sid croise Béatrix, une elfe qui cherche sa nièce. Elle dit que sa nièce est une belle fille qui lui ressemble, ce qui rappelle Alpha à Sid, mais il n'en dit rien. Soudain, Béatrix sort son épée et Sid fait semblant d'avoir peur, titubant et tombant. Béatrix rit et s'excuse, taquinant Sid en disant qu'elle le croyait plus fort. Au tournoi, Quentin aborde Anna Rose et lui demande ce qu'elle pense de Mindan. Quentin a vu la victoire rapide de Mindan et est maintenant curieux de sa force. Après l'avoir sous-estimé, Anna Rose et Quentin sont maintenant excités de voir le prochain combat de Mindan contre Goldie. Goldie entre sur le ring, prêt à affronter Mindan. Mindan, pas d'humeur, se craque le cou nonchalamment et esquive les attaques de Goldie avec aisance. Bizarrement, Goldie a l'impression d'avoir reçu un coup à l'estomac, bien que Mundane n'ait pas bougé. Frustré, Goldie utilise sa technique secrète d'épée, mais Mindan éternue, gâchant complètement le mouvement. Comme ça, Goldie perd pour la première fois au grand choc du public. Pendant ce temps, Iris rencontre Perv pour lui donner le plan de sécurité de l'événement principal du festival Bushin. Elle propose ses chevaliers pour la sécurité, mais Perv refuse. Iris remarque que Perv semble bien plus en forme que ce qui a été rapporté, mais il balaye ça, disant qu'il gère tout seul, comme quand elle a sauvé Alexia. Iris devient encore plus méfiante envers lui. Au tournoi, Mindan bat rapidement Quentin et assure sa place à l'événement principal. Anna Rose, sa prochaine adversaire, tente de l'intimider, mais Mindan se contente de sourire et retire une lourde pièce d'armure qui s'écrase au sol, fissurant le plancher. Pendant ce temps, Rose court dans les tunnels, fuyant les chevaliers qui la poursuivent. Plus tard, cette nuit-là, Sid entend un piano et se souvient de son enfance. Bien qu'il ait été forcé de jouer, il a toujours aimé un morceau en particulier, la sonate au clair de lune. Reconnaissant la mélodie, Sid suit la musique, pensant rencontrer quelqu'un de sa vie antérieure. Il trouve Epsilon au piano, avec Gamma et Beta à proximité. Epsilon se vante de ses relations importantes et de ses prix musicaux, mais Sid sait... Elle plagie juste la musique de son monde. Il ne sait pas quoi en penser. Pendant que Beta tente de distraire Alexia pour qu'elle ne trouve pas Rose, Alexia devine que Rose se cache dans les tunnels souterrains. Pendant ce temps, Rose, seule, repense à l'étrange comportement de son père lors de l'annonce de ses fiançailles. Les chevaliers aussi agissaient là bizarrement, avec des sourires flippants. Rose comprend que Perv, un membre du culte, a lavé le cerveau de tout le monde. Elle songe à se rendre pour éviter une guerre entre Midgour et Oriana et sauver son père. Alors qu'elle se demande si Sid croit toujours en elle, son corps commence à montrer des signes de possession. C'est alors qu'elle entend de nouveau la sonate au clair de lune et la suit, trouvant finalement Shadow au piano. Après le morceau, Shadow demande à Rose ce qu'elle veut vraiment. Rose répond qu'elle veut protéger ceux qu'elle aime. Voyant sa détermination, Shadow lui accorde une magie puissante et la libère de la possession. Après quelques conseils, Shadow disparaît à l'arrivée des membres du culte. Rose, utilisant son nouveau pouvoir, les bat tous facilement d'un seul coup. Sentant la montée d'énergie magique, Alexia et Beta la pistent jusqu'à Rose. Alexia la bombarde de questions, mais Rose refuse de répondre, ne voulant pas entraîner son amie dans ses problèmes. Frustrée, Alexia décide de la combattre pour obtenir la vérité. Après avoir battu Alexia, Rose la mène à Beta et déclare qu'elle est prête à arrêter de se cacher et à se battre pour ce en quoi elle croit. Plus tard, Claire, en colère contre Sid toute la journée, se calme enfin et lui donne un billet pour le tournoi principal. Elle a remplacé Rose dans l'événement. Quand Sid arrive sur place, il réalise que le billet est pour les places VIP. Il se retrouve assis à côté d'Iris, qui lui dit qu'elle compte recruter Claire dans son ordre personnel une fois diplômée. Iris s'excuse aussi pour les problèmes causés par Alexia et son ex-fiancé, Zénon. En regardant le tournoi, Iris mentionne qu'Anna Rose est sa concurrente préférée, bien qu'elle ne compte perdre contre personne. Sid demande si Mindan a attiré son attention, mais les étudiants autour d'eux le rejettent et comme un coup de chance. Il est ravi, tout se passe comme prévu pour booster la réputation de Mindan. Iris parle ensuite de Béatrix, la toute première championne du festival Bushin et maître d'épée elfe. Sid est surpris de la célébrité de Béatrix, sentant une forte présence proche. Sid s'excuse et recroise Béatrix. Elle continue de demander des nouvelles de sa nièce, mais Sid reste muet.
De retour dans la section VIP, Perv prend la place de Sid et informe Iris que le roi est en mauvaise santé, mais assistera à l'événement demain. Iris lui dit que son père, Klaus, sera aussi présent. Le match suivant commence et Anna Rose entre sur le ring, montrant ses compétences impressionnantes. Herb s'intéresse à elle et compte l'inviter à servir son royaume. Quand on interroge Iris sur Mindan, elle admet ne pas l'avoir encore vu combattre. Le match commence et Anna Rose fonce sur Mindan avec des mouvements rapides et agressifs, mais Mindan est trop rapide, esquivant toutes ses attaques avec aisance. Elle tente de l'achever d'un coup puissant, mais Mindan esquive encore et frappe le premier, la prenant au dépourvu. Réalisant qu'elle ne peut gagner en attaquant, Anna Rose tente de se concentrer sur la défense, mais en vain, Mindan la bat et élimine un autre favori. Après sa victoire, Mindan doit affronter Iris. Perv, craignant que Mindan ne ruine ses plans, demande à Iris si elle est confiante pour la victoire. Iris admet que l'escrime de Mindan est belle, mais elle pense être d'un tout autre niveau. Nerveux, Perv ordonne à ses hommes d'enquêter sur Mindan. Dans la zone VIP, Iris empêche les gardes de refouler Béatrix, annonçant qu'elle est son invitée. Les gens autour réalisent donc que Béatrix est la légendaire maître d'épée elfe et ils se rassemblent autour d'elle. Mais personne ne sait rien de sa nièce disparue. Pendant ce temps, au château, Perv force le roi à boire une potion qui le rend obéissant à tous ses ordres. Perv compte utiliser le roi pour déclencher une guerre avec Midgard, espérant s'emparer du pouvoir. Le lendemain, Iris affronte Mindan sur le ring. Elle est déterminée à le vaincre d'un seul coup, mais juste au moment où elle se prépare, elle a soudain une vision terrifiante de sa propre mort, ce qui la déstabilise. Elle tente de se ressaisir, mais une autre illusion l'envahit de peur. La foule s'énerve alors qu'elle hésite, et Iris, désespérée, déchaîne toute sa force et fonce sur Mindan. Mais à son grand choc, elle réalise qu'il n'a même pas sorti son épée. Mindan la désarme à la vitesse de l'éclair et gagne le match. Après la défaite écrasante d'Iris, Perv n'en revient pas. Son attention se tourne vers Rose qui vient de revenir. Rose s'excuse auprès de son père pour ce qui s'est passé et se prépare à faire quelque chose de drastique. Malgré les ordres de Perv, le roi la pardonne. Rose bondit vers Perv, utilisant son père comme bouclier, mais elle ne recule pas. Elle libère son père du contrôle de Perv de manière surprenante. Alors que Perv ordonne à ses hommes de l'arrêter, Mindan, se révélant être Shadow, intervient et abat les membres du culte. Voyant Shadow, Rose gâche le moment en l'appelant l'élégant tueur de voyous. Elle se souvient de lui comme celui qui l'a sauvé des bandits par le passé et depuis, elle rêvait de devenir une grande escrimeuse. Shadow rappelle sa mission à Rose et elle s'enfuit rapidement. Pendant ce temps, Béatrix attaque Shadow, avide de défis, et Perv profite de la distraction pour s'échapper. Iris, revoyant Shadow, hurle son nom de colère. Alors que Béatrix peine à le toucher, Iris rejoint le combat avec une arme puissante. Mais même ensemble, elles ne peuvent suivre la vitesse de Shadow. Toute la ville devient leur champ de bataille alors que le combat continue. Finalement, Alpha offre une place à Rose dans le Jardin des Ombres, que Rose accepte. Alors que Shadow bat Iris et Béatrix, il décide de partir, mais elle refuse d'abandonner. Iris le prévient qu'il est désormais l'ennemi de tout le royaume, sans nulle part où fuir. Shadow rit et lui dit qu'il n'a jamais eu l'intention de fuir. Il active un sort puissant, effrayant tout le monde, mais disparaît ensuite dans les airs sans libérer la magie. Iris, frustrée, pousse un cri. Plus tard, le royaume publie des nouvelles sur la façon dont Iris et Béatrix ont chassé Shadow, tandis que Sherry, qui semble innocente, jure secrètement de se venger de lui. Béatrix quitte la ville sans trouver sa nièce. Les femmes du Jardin des Ombres reprennent leur routine et Sid redevient un étudiant ordinaire. À la base du Jardin des Ombres, Rose est présentée à Lambda, l'instructrice, qui déchire les vêtements de Rose et lui donne le nouveau nom, 666, marquant sa transformation de princesse en soldat. La nouvelle saison de la série commence avec le groupe Shadow qui se réunit. Leur travail est de démanteler les organisations maléfiques et elles discutent de la façon dont les méchants d'avant, comme Diablo et Warner, ont soudainement cessé toutes leurs activités. C'est une bonne nouvelle car le groupe Shadow peut maintenant se concentrer sur la corruption dans leur propre ville. Mais ensuite, les filles de l'équipe de Sid soulèvent un nouveau problème. Sid est surpris, pensant que tout va bien, mais les filles lui parlent d'argent suspect qui disparaît de la ville. Elles ne savent pas où il va, mais pensent qu'il est utilisé pour de mauvaises choses. Ce n'est pas qu'une supposition, la preuve est une lune rouge qui apparaît, ce qui effraie les filles. Elles disent à Sid qu'il faut s'en occuper, mais il pense qu'elles en font trop. Pour lui, c'est juste une lune rouge, rien d'inquiétant. Dans la ville sans loi, 2 combattants coriaces arrivent, déterminés à trouver et tuer la reine de sang. Ils cherchent son château et, une fois localisé, prévoient d'entrer et de l'éliminer. Mais avant qu'ils ne s'approchent en trop, un garde au visage caché leur parle. Il leur dit que seuls les invités, serviteurs ou combattants peuvent entrer et qu'ils devront le vaincre pour passer.
Ce garde n'est pas n'importe qui, c'est le démon blanc. Un combattant qui a perdu un bras lors d'une bataille précédente mais qui terrasse maintenant les combattants arrogants sans problème. Alors que les deux s'approchent, il les tue avec aisance. Le lendemain, Sid et sa sœur Claire arrivent dans la ville sans loi, discrètement. Sid, qui agit toujours en secret, est vu par beaucoup comme faible, surtout depuis qu'il a laissé sa sœur Claire le battre auparavant. Maintenant, Claire s'inquiète constamment pour lui, le considérant comme un échec. Elle l'amène en ville et lui conseille de réfléchir à son avenir et à la carrière qu'il veut poursuivre. En marchant, ils croisent un vendeur de rue qui crie qu'il vend des combattants. Il complimente Claire, mais elle n'est pas intéressée et continue de marcher. S'ennuyant, Sid décide d'explorer les rues seul, espérant repérer les signes de l'impact de la lune rouge sur les gens. Il s'arrête pour manger, puis il entend un bruit étrange et trouve un groupe de personnes tabassant une goule, l'assistante d'un vampire sur le point de devenir un vampire à part entière. Les gens continuent de frapper la goule, incapables de riposter jusqu'à ce que soudain la lune rouge apparaisse dans le ciel. La lune active toute l'énergie magique de la ville, permettant à la goule de se relever. Il mord les gens qui l'attaquent, les transformant aussi en goules. Alors que les ghouls nouvellement transformés se dirigent vers Sid, il se demande quand commencer à se battre. Mais avant qu'il n'agisse, une femme intervient, pensant que Sid est trop faible pour les gérer. Elle repousse les ghouls et révèle qu'elle est une chasseuse de vampires. Elle a sauvé Sid, mais lui dit de s'écarter car la lune rouge signifie que le danger approche. Sid, pleinement dans son rôle de Shadow, enfile sa tenue de super-héros et part protéger la ville des vampires. En chemin, il sauve une femme nommée Marie qui est choquée que quelqu'un soit venu à son secours et décide de quitter la ville. Pendant ce temps, Claire pleure, croyant son frère mort, se blâmant de l'avoir amené en ville. Mais la chasseuse de vampires, nommée Mary, dit à Claire que Sid est vivant. Elle a vu un garçon correspondant à sa description entrer dans la tour écarlate, un endroit où la reine de sang doit être ressuscitée avec le sang d'un jeune garçon. Sid pourrait être le sacrifice. Claire, ignorant la vraie force de Sid, croit Mary et décide de s'allier à elle pour prendre d'assaut la tour et sauver son frère. Sans savoir que Sid est déjà à l'intérieur, libérant des gens, la ville sans loi a 3 tours principales, chacune contrôlée par différentes factions. La tour écarlate abrite le corps de la reine de sang et compte sur le chaos de la lune rouge pour la ressusciter. La tour blanche est dirigée par Yuki, une puissante renarde à 9 queues, tandis que la tour noire est menée par Juggernaut. Yuki et Juggernaut veulent tous deux arrêter le plan de la tour écarlate. La nouvelle parvient aux dirigeants de la tour écarlate que leur plan échoue car quelqu'un élimine toutes les ghouls. Ce quelqu'un s'avère être Sid que personne ne peut battre. Sid affronte enfin les ghouls devant Juggernaut et Yuki, les choquant. Quand il demande qui il révèle son nom, Shadow. Juggernaut et Yuki connaissent déjà Shadow grâce à ses précédentes batailles contre des marchands et prêtres corrompus. Alors ils décident de le laisser tranquille. Cependant, le démon blanc, toujours loyal à la tour écarlate, fonce sur Sid, pensant pouvoir le vaincre, mais il réalise vite son erreur. Sid lui coupe facilement l'autre bras, le fend en deux et le tue. Pendant ce temps, Claire et Mary continuent à travers la tour écarlate, déterminées à sauver Sid. Au même moment, l'escouade du Jardin des Ombres, menée par Beta, est aussi dans la tour, cherchant des livres pour guérir le vampirisme. Beta, qui documente les aventures de Sid, reconnaît Claire et suggère d'éviter de se battre. Les deux groupes acceptent de se concentrer sur leur propre mission. En avançant, Claire commence à douter de Mary, se demandant comment elle a vécu si longtemps et pourquoi elle semble hésitante à tuer des vampires. Mary évite les questions, disant que tout le monde a des secrets. Finalement, elle rencontre Juggernaut, qui massacre tout le monde aux alentours. Elles essaient de se cacher, mais Juggernaut les sent et attaque. Mary tente de le combattre, mais est terrassée, et Claire, pas assez forte pour aider, est aussi touchée. Désespérée, Mary prend du sang de Claire et va affronter Juggernaut de nouveau. Juste au moment où elle est sur le point d'être tuée, Shadow arrive et jette Juggernaut de la tour. Il dit aux deux filles que c'est trop dangereux et qu'elles devraient se cacher. Après le combat, Mary révèle sa vraie identité et son histoire à Claire. Il y a plus de 1000 ans, les vampires régnaient sur les humains, les tuant facilement pour leur sang. Mais à mesure que les humains devenaient plus habiles, ils apprirent à se défendre et commencèrent à riposter. Elisabeth, la reine de sang, réalisa que les tueries sans fin devaient cesser et convainquit les vampires d'arrêter de boire du sang humain. Elle construisit une ville où vampires et humains pouvaient vivre en paix. Mais Elisabeth elle-même luttait contre sa soif de sang. La nuit de la lune rouge, son serviteur, Crimson, lui donna une seule goutte de sang, ce qui la fit perdre le contrôle. Elle passa la nuit à tuer des humains et le lendemain, pleine de regrets, elle se suicida, demandant à Marie de protéger son corps. Mais Crimson et ses partisans prirent le corps et Marie essaie de le récupérer depuis. Claire, se sentant maudite et craignant de bientôt se transformer en monstre, accepte d'aider Mary à récupérer le corps d'Elisabeth. Elle prévoit aussi de sauver Sid que Claire croit toujours piégé dans la tour.
Pendant ce temps, Sid est dans le caveau d'Elizabeth, cherchant quelque chose d'utile. Il ne trouve rien d'intéressant à part de l'or qu'il décide de prendre. Au même moment, Crimson essaie de ressusciter Elizabeth en plaçant son cœur dans un corps mort. Au moment crucial du rituel, Sid débarque, détruit tout et ruine le plan de Crimson. Pensant sa mission finie, il prend de l'or et s'en va, ignorant qu'Elizabeth est revenue en monstre géant. Elizabeth, enfin réveillée, attaque Claire, la poignarde et boit son sang. Mary la supplie d'arrêter, mais Elizabeth l'ignore. L'escouade Shadow Garden arrive et met Claire à l'abri, mais Elizabeth les domine toujours. Juggernaut, de passage, tente de l'affronter, mais elle le bat facilement, lui brise la jambe et le jette. Elizabeth continue de se nourrir du sang, devenant plus forte et guérissant vite. Beta ordonne de sortir Claire, sœur de leur chef, elle doit être sauvée. Claire se réveille à l'hôpital où Aurora lui dit qu'elle n'est pas maudite comme elle le pensait. Quelqu'un l'avait guérie, mais Aurora ne dit pas que c'était Shadow. Elle explique que Claire a 2 types de sang en elle et si elle le contrôle, elle deviendra super forte. À la tour, Elizabeth fait des ravages, mais Shadow débarque pile à temps. Il est le premier à lui tenir tête. Les filles de Shadow Garden captent enfin que Shadow les protégeait depuis le début. Après un combat féroce, Shadow s'envole avec Elizabeth, lui disant qu'elle est malade et doit être arrêtée. Il la détruit pour de bon, rendant tous les vampires à leur forme humaine. La lune rouge retrouve sa couleur. Plus tard, Sid mange dans la rue, pensant que tout était normal. Il s'inquiète plus pour Claire et son sang mélangé, ne sachant si ça l'aidera ou la nuira. Alors qu'il monte dans un train pour quitter la ville sans loi, Sid s'inquiète toujours. Claire demande s'il connaît Shadow, Sid dit non, se souvenant juste qu'il a brûlé leur école l'an dernier. Claire, avec de nouveaux pouvoirs, dit à Sid de ne pas s'inquiéter, il la rassure. Sid repense à l'or pris, 500 pièces. Il se dit que s'il a besoin d'argent, il volera la tour blanche et noire, toujours debout. De retour en ville, les Shadow Garden sont surprises de voir un vol à la gare. L'homme révèle travailler pour Garter, un nom inattendu. Garter était respectable, pas criminel, ça perturbe les membres. Mais l'homme voulait toujours voler, alors elle le tue vite pour ne pas perdre de temps. Elle réalise donc que ce n'est pas fini. La guerre va s'étendre, d'autres organisations chercheront vengeance. La ville est au bord d'un conflit majeur. Pendant ce temps, Sid traînait avec ses amis. Ils frimaient avec leurs nouveaux vêtements de marque, mais leur joie fut de courte durée. Tout était faux. Le choc était là. Sid suspecte une grosse organisation derrière ça, produisant ses contrefaçons et se faisant des tonnes d'argent en trompant les gens. Réalisant que ce n'était pas une petite affaire, Sid décide d'enquêter. N'ayant rien d'autre à faire, il enfile sa tenue de Shadow et prend le train pour voir l'ampleur du problème. Dans le train, Sid rencontre une femme qui lui donne des infos précieuses. 2 grandes entreprises contrôlent le marché de la capitale, Garter et Mitsugoshi. Les 2 produisaient des trucs louches, vrais ou faux, mais faisaient des profits massifs. Pour se protéger, elles avaient engagé un puissant chevalier, Gaiden. Gaiden était super fort, personne ne l'avait jamais battu. Il aidait Garter à contrôler leurs affaires louches. Arrivé, Sid traverse le marché et voit le chaos de ses propres yeux. Un monde fou se pressait autour des produits Garter et Mitsugoshi. Achetant sans réfléchir, Sid a vite remarqué que le problème n'était pas que des contrefaçons. Il a réalisé que de la fausse monnaie circulait aussi. Le commerce rapide de la ville facilitait son acceptation. Sid décide d'enquêter sur les contrefaçons et sur qui inonde le marché de fausses monnaies. Sid avait ses propres galères de thunes. Il volait pour s'en sortir, alors il rejoint l'opération de contrefaçon. Sous le nom de John Smith, il travaille avec la femme du train, s'assurant de son silence.
Une fois satisfait, Sid se lance dans la contrefaçon. Sachant qu'il aurait besoin d'aide, il recrute Delta, une des plus puissantes de Shadow Garden, mais Delta était une sacrée brute. En combat, elle démembrait ses ennemis. Le comportement sanglant de Delta n'est pas passé inaperçu. Les morts liées à la contrefaçon se sont répandues, semant la panique chez les organisations. La nouvelle atteint Gaiden furieux, il envoie ses chevaliers les plus forts pour mettre fin au chaos. Delta, toujours sur sa lancée, continue de tuer quiconque se met en travers. Pendant une bataille, un homme supplie pour sa vie, disant être son frère. Delta confirme que c'est son frère aîné avec Gaiden, elle le tue froidement, disant à Sid de ne pas s'inquiéter. Elle explique avoir plus de 1000 frères et sœurs, donc en perdre un ne la dérangeait pas. Après ça, Delta harcèle Sid pour qu'il retourne dans sa tribu et défie son père. Elle explique que s'il gagnait, il deviendrait chef de tribu. Mais Sid n'était pas intéressé, il voulait trouver les responsables de la contrefaçon et y mettre fin. Bientôt, Gaiden apprend la mort de 2 soldats et le vol d'argent. Garter, effrayé, suggère d'arrêter toutes les opérations jusqu'à trouver les responsables. Mais Gaiden refuse, disant à Garter que son rôle est d'obéir. Il croit que les attaquants viennent de Mitsugoshi et envoie des combattants encore plus puissants. Cette fois, il visait à détruire le QG Luna de Mitsugoshi, apprend le plan de Gaiden et décide de s'en occuper. Elle affronte Yotsuba, un de ses guerriers les plus forts, dans un combat intense. Luna capte vite son style de combat et l'utilise contre lui, le surprenant. Alors qu'il tente de fuir, elle lance son épée, le tuant net. Son corps tombe sans vie. Le lendemain, la nouvelle se répand. Décor près du QG Mitsugoshi. La police est paumée, c'est un centre commercial, pas un lieu de meurtre. Le mystère s'épaissit, le public pose des questions. Pendant ce temps, Sid aide Alexia à s'entraîner, lui donnant de nouveaux exercices pour les prochaines attaques de Gaiden. Alexia s'améliore et remercie Sid, mais lui, comme d'hab, est plus intéressé par sa bouffe. Pendant ce temps, Sid, en John Smith, rencontre à nouveau la femme derrière la contrefaçon. Elle lui dit avoir trouvé une usine pour imprimer plus de fausses monnaies et inonder le marché, ce qui nuirait gravement à Garter. Elle révèle aussi son histoire tragique. Gaiden avait tué toute sa famille. John Smith la rassure, leur plan marchait nickel, la fausse monnaie circulait sans que personne ne capte. Garter et Mitsugoshi réalisent d'un vite que la fausse monnaie se répandait comme une traînée de poudre. Les gens se méfiaient, ne sachant si leur argent était vrai ou faux. Gaiden, qui voulait détruire l'économie avec de la fausse monnaie, est choqué de voir ses propres banques remplies de faux billets. Les Shadow Garden, ignorant que John Smith était Sid, décident d'attaquer un train transportant contrefaçon et argent. Mais quand elle monte, John Smith apparaît, les bat sans effort et les jette du train. Une membre de Shadow Garden voit sa force et commence à douter, sans savoir qui il est. La fausse monnaie se répand, ruinant les entreprises, les gens s'inquiètent, l'économie ralentit. Delta, envoyé pour arrêter John Smith, tente de le vaincre mais échoue. Réalisant que c'était Shadow, Delta demande des comptes. Sid admet la vérité, lui demande de garder son secret et promet une nouvelle mission. Sans idée, il pense vite à un moyen de l'éloigner. Il lui dit de traquer Juggernaut, souverain de la Tour Noire, mission quasi impossible, juste une excuse pour occuper Delta. Luna pense à tort que Delta est morte et la cherche. Pendant ce temps, la fausse monnaie sème le chaos, ruinant des entreprises. Les banques ferment, submergées. La situation empire quand 2 hommes d'une secte disent à Gaiden et Garter qu'ils perdent le contrôle. Agacé par leur arrogance, Gaiden tue les 2 hommes et ordonne à Garter d'installer des points de contrôle.
Même si ça fâche la famille royale, Garter hésite mais accepte après la réponse impitoyable de Gaiden. Une membre de Shadow Garden informe Sid de la situation, une quantité massive de fausses monnaies a été injectée, la famille royale interviendra bientôt. Elle mentionne que Delta a disparu après sa mission contre John Smith, présumée morte. Sid la rassure, Delta est vivante en mission lointaine. Alpha, suspicieuse, confronte John Smith et réalise vite que c'était Shadow. Elle demande des comptes sur la fausse monnaie, mais Sid la rembarre, lui disant que tout ferait sens avant de la jeter du train. La mission terminée, la femme partage son histoire complète avec Sid. Elle venait d'un petit village où sa tribu s'était alliée. Pour consolider, elle a épousé le prince de l'autre tribu, Gaiden. Au début, la vie était belle. Mais une fois Gaiden dans la secte, il exécutait leurs ordres, tuant ceux qui refusaient. Quand elle s'est opposée, il l'a battue à mort et l'a laissée pour morte. Elle cherchait vengeance en ruinant Garter et Gaiden, voulant tout leur prendre. Peu après, des foules de citoyens se rassemblent devant les banques, inquiets. Les banques, débordées par la fausse monnaie, ne peuvent plus distribuer de fonds. À Shadow Garden, les filles sont inquiètes de la disparition soudaine de Sid. Il n'a rien dit et elles gèrent la crise financière grandissante en ville. Banques et entreprises ferment, l'argent ne vaut plus rien. Les filles brainstorment. L'une suggère de montrer des pièces d'or, même fausses, pour rassurer le public sur les réserves. Mais elle réalisera vite que ça ne résoudra rien. La situation est plus grave, elle soupçonne Shadow d'être derrière l'effondrement monétaire pour un plan secret. Se sentant coupable et l'ayant déçue, elle pleure. Elle n'était pas assez efficace, d'où son éloignement. Soudain, une fille arrive avec une nouvelle. Gaiden est le cerveau de l'opération pour la secte Diablo. Les filles comprennent que les actions de Shadow faisaient partie d'un plan brillant pour sauver Mitsugoshi et vaincre Gaiden. Shadow a fermé les banques pour éviter que la fausse monnaie ne submerge l'économie. Sans lui, la situation aurait été incontrôlable. Une fille de Shadow Garden décode un message. Il veut toujours travailler avec elle, mais a dû s'éloigner à cause des soupçons. Shadow a utilisé ce temps pour rassembler assez d'or vrai pour couvrir la fausse monnaie. Résultat, la secte Diablo, pas Mitsugoshi, a tout perdu. Les filles réalisent aussi que Delta manque depuis un moment. Juste à ce moment, Delta revient, révélant qu'elle a aidé Shadow à imprimer la fausse monnaie. Pendant ce temps, Sid en Shadow traque Gaiden, ayant compris qu'il était le cerveau de tout. Yukai, souveraine de la Tour Blanche, confronte Gaiden, lui rappelant qu'il a sauvé sa ville, mais qu'il a un côté obscur à contrôler. Enragé, Gaiden l'attaque, disant qu'il aurait dû la tuer. Alors que Gaiden est sur le point de frapper, Shadow arrive et l'arrête. Shadow le combat férocement, exigeant la vérité. Gaiden avoue qu'il voulait protéger la ville et avait une amante, Yukime, mais a été corrompu par la secte Diablo. Alors que Gaiden est sur le point de mourir, il demande à Shadow de prendre soin de Yukime. Shadow promet et Gaiden meurt. Les autorités arrêtent le directeur de la banque pour avoir falsifié les soldes et menti sur les fonds. La crise financière expose ses mensonges, la banque n'a aucune réserve. Plus tard, Yukime parle avec ses gardes de ses expériences avec Shadow. Elle reçoit une lettre d'Alpha. La lettre de Gaiden révèle que la secte Diablo était responsable de sa chute. Après l'avoir lu, Yukime rejoint Shadow Garden contre la secte Diablo, réalisant que Shadow combattait le mal depuis le début. Pendant ce temps, Shadow creuse dans la glace, récupérant l'or et l'argent légitimes cachés, et c'est la fin de cette vidéo. Regardez la prochaine et prenez soin de vous.